Enchanté, je m'appelle Zeno Loin, je suis médecin de santé publique au CHU de Montpellier. Je suis épidémiologue de formation, mais je me suis très vite tourné vers l'intelligence artificielle à partir du moment où on a commencé à voir arriver des articles et des modèles comme les BERT, notamment. Nous, on s'est dit assez tôt que ça pouvait constituer, alors pas une révolution parce qu'on n'aime pas trop le mot, mais plus une transformation progressive de l'hôpital, contrôlée, mais on s'est dit que plus on serait rapide, plus on s'enlèverait une épine du pied et plus on resterait souverain. Le CHU de Montpellier, c'est une grosse boîte, on peut se dire ça comme ça. C'est 12 000 professionnels de santé, dont 6 000 médecins/infirmiers. C'est 6 000 comptes rendus médicaux par jour. C'est 400 000 hospitalisations par an. C'est beaucoup. Séjour, pardon. Le terme hospitalisation n'est pas très technique. Et donc quand vous avez autant de données textuelles qui sont produites par vos professionnels, rapidement vous allez avoir envie de les structurer d'une façon ou d'une autre, parce que 80% de nos données sont des données textuelles. La médecine, ça s'exerce vraiment comme on raconte une histoire. Je ne sais pas s'il y a des professionnels de soins ou des gens qui ont travaillé dans les hôpitaux dans la salle. Levez la main. Non, il n'y en a pas. Cette présentation aussi, ici aujourd'hui, il faut plus la prendre comme un retour d'expérience sur les différentes méthodes qu'on a testées, qu'on a évaluées nous en interne, sur comment est-ce qu'on peut classer des textes, quel que soit le sujet, hein, de comment est-ce qu'on classe les textes, et on restera sur les familles de modèles, on ne rentrera pas dans le détail technique à ce point-là. Est-ce que parmi vous, quelle est la proportion de personnes qui utilisent des LLM au quotidien? Ok, plutôt un grand nombre. Quelle est la proportion parmi vous de personnes qui ont déjà ou régulièrement font du code pour entraîner, utiliser, faire des appels en API via des LLM? Ok, d'accord. Bon. Dans ce cas-là, on rentrera un petit peu plus dans le détail tech. L'idée, c'est comme on va survoler 9 méthodes différentes, on va essayer d'être à la fois relativement abordable, mais quand même assez technique dans l'approche. Donc là, je vous ai mis à gauche. Vous avez probablement eu le temps de lire. J'ai mis quelques exemples de raisons de pourquoi est-ce que vous avez envie de classer des documents médicaux. Donc là, on est vraiment sur des exercices de classification multiclasse, non exclusive, si on veut être un peu technique. Donc ça peut être à la fois pour le soin, pour la recherche, et aussi pour le pilotage de l'hôpital, ainsi que pour la déclaration de l'activité. Et ça, c'est des quantités de sous qui sont quand même relativement grandes, le marché de la santé étant un des plus gros marchés au monde, 14% du PIB français. Quand on parle de classification de texte, si on est dans le métier depuis quelques années ou quelques décennies, généralement, il y a 3 options qui spontanément se proposent dans notre tête. Tout d'abord, il y a les systèmes basés sur les règles, ou ce qu'on appelle regex pour la recherche d'expressions régulières, donc qui sont des modèles qui sont de l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas du machine learning. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'apprentissage automatique, mais c'est un système qui essaye d'imiter l'intelligence humaine. Donc ça rentre techniquement dans la définition de l'IA, mais pas dans la définition du machine learning. La deuxième option, on peut se dire, bon, on va faire du Natural Language Processing ou traitement automatisé du langage en français. C'est des méthodes qui existent depuis les années 60, pour le tout début, avec notamment les perceptrons ou d'autres algorithmes comme les arbres décisionnels, du naive Bayes, ce genre de choses, et qui vont un peu plus loin aujourd'hui avec des méthodes de deep learning ou des réseaux convolutionnels qui peuvent être récurrents, comme par exemple les long short-term memory. Okay. Ça, c'est peut-être des termes qui vous parlent si jamais vous avez l'habitude de faire du machine learning au quotidien. Si jamais c'est quelque chose dont vous êtes plus loin parce que vous êtes plus en presse-bouton pour utiliser les LLM, dites-vous que on rentre dans les réseaux neuronaux et les algorithmes un peu plus simples, mais qui restent sur des tailles modérées, c'est-à-dire qui tournent sur des ordinateurs personnels. En tout cas, sur la plus grande majorité des ordinateurs personnels. Et puis enfin, il y a les LLM. On se dit, bah, finalement, pourquoi pas prendre ChatGPT, et puis je lui mets le dossier de mon patient dans le bec, et je lui demande, est-ce que mon patient est fumeur ou pas? Attention, hein, faites pas ça, parce que vous ne pouvez pas mettre d'informations identifiantes de patients et des données de santé sur ChatGPT, bien évidemment, mais l'idée est là, c'est on peut utiliser la technologie qui est derrière, comme pour faire de la classification de texte. Et finalement, en fait, c'est assez cocasse de se dire que, en fait, on utilise pour faire des épreuves de classification une IA générative
qui, à la base, est une IA de classification, pour prédire le prochain token. Voilà. Bref, moi, c'est des choses qui me font rire le soir. Bon, déjà, moi je vais parler quasiment uniquement des méthodes de fiabilisation des LLM, parce que rapidement, quand on se met dans un contexte hospitalier, la frugalité calculatoire est très très secondaire vis-à-vis des performances de prédiction. C'est-à-dire que pour nous, 95% de global accuracy, c'est pas suffisant. 98%, c'est un bon début. Voilà, donc on est vraiment dans des optiques où on va vraiment essayer d'aller au maximum dans les performances avant de réduire la taille de nos modèles. Voilà. Donc ce que je vous présenter ici, c'est vraiment les méthodes, tous les curseurs à fond. Ce n'est pas à prendre tel quel pour n'importe quelle industrie, bien évidemment. Ni pour la production de soins en contexte hospitalier. Au bout d'un moment, il faut aussi qu'on réfléchisse à la facture d'électricité. Voilà. Donc ça, c'est une diapo, c'est une figure d'un article qui est en cours de publication du CHU. C'est juste pour justifier le fait que je ne vais pas parler ni du NLP, enfin des méthodes classiques de NLP, ni du regex. C'est un benchmark sur une classification de retour de patients. C'est juste pour vous montrer. On a le naive Bayes qui est tout en bas. Donc là, c'est un plot de precision recall. Plus vous êtes en haut à droite, plus vous êtes performant. On ne va pas rentrer plus dans le détail. Vous avez le naive Bayes qui est tout en bas, qui n'est pas du tout précis, qui fait beaucoup d'erreurs. On a un LSTM, donc c'est un réseau de neurones qui fait à peu près 1 million de paramètres récurrents, donc qui était le state of the art avant l'apparition des BERT, donc qui est un peu lourd à entraîner sur un ordinateur personnel, mais qui fait quand même bien le taf, qui quand même performe beaucoup mieux, mais qui n'est pas non plus si bon. Le regex, c'est un regex qui a pris 3 ans de développement au CHU, pour une équipe complète. Donc c'était avant l'avènement des LLM, donc on voulait voir si c'était suffisant, parce que en fait il y a aussi un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est qu'à l'hôpital on a un besoin d'une complète explicabilité, ce qui est très difficile à obtenir avec du NLP classique. Donc c'est pour ça que le regex garde un intérêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout de 3 ans de développement, vous ne pouvez pas espérer avoir mieux que ça, parce que la méthodologie qui a été employée pour le faire aussi était très bonne. Donc vous avez une explicabilité complète avec le regex, et vous faites grosso modo quelque chose d'une aussi bonne qualité qu'un LSTM qui prend 1 heure à entraîner. C'est très difficile de justifier aujourd'hui dans une utilisation aussi exigeante l'utilisation d'un regex. Voilà. C'est juste pour passer. Et puis en haut à droite, là, le gros nuage de points, c'est les LLM et des méthodes qui y sont associées. Et donc on va venir à quelles sont les méthodes qui y sont associées. Bon, tout d'abord, il y a les bonnes pratiques de prompt. C'est bête, mais des fois, on peut voir des personnes qui ont tendance à l'oublier, mais un prompt, ça se construit, ça se travaille, ça se réfléchit. Il y a toujours des méthodes qui apparaissent supplémentaires. Il y a certains articles ou certains blogs qui font des récapitulatifs de l'ensemble des techniques de prompt engineering qui sont régulièrement mises à jour. Et on en découvre sans cesse de nouvelles. Donc, pour donner quelques exemples, donc ça, c'est un prompt qui n'est pas très bon. Ça, c'est un prompt qui est mieux. Ce n'est pas un prompt parfait, mais c'est un prompt qui est mieux. J'ai un format qui est standardisé, j'ai un contexte, j'ai une tâche qui est relativement formelle, je lui demande un certain format d'output, je fais du few shots, c'est-à-dire je lui donne des exemples sur lesquels il peut s'appuyer pour répondre. On voit dans tous les benchmarks très généralistes que le few shots, c'est notamment une technique qui marche très bien. Okay. Aujourd'hui, nous, par exemple, au CHU, on est en train de regarder est-ce que les modèles de langage large de grosse taille sont-ils capables de gérer le langage formel, le langage mathématique. On essaye en fait de pas de faire un embedding, mais de faire un versement du langage naturel vers le langage formel pour ensuite le faire travailler dessus. Pour l'instant, on a des résultats qui sont plutôt bons, mais on n'a pas encore évalué très strictement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours moyen d'aller chercher des nouvelles techniques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus évident, hein, mais c'était important de le préciser. Ensuite, vous avez d'autres techniques, comme par exemple, donc on va voir 9 de ces techniques-là. Et après, on fera un récapitulatif de qu'est-ce qui marche bien, moins bien, qu'est-ce qui est facile à implémenter, qu'est-ce qui est performant ou pas. Et donc encore une fois, hein, c'est un retour d'expérience. On n'a pas d'article avec un benchmark avec toutes ces méthodes-là, donc le niveau de preuve il est quand même assez faible. C'est un avis d'équipe. Donc les arbres de pensée, c'est vous construisez plusieurs raisonnements différents, vous le faites partir dans différents sens, vous lui demandez de générer plusieurs hypothèses différentes et vous le faites explorer par prompt chaining, c'est-à-dire vous faites des allers-retours automatisés. Et à la fin, vous avez une méthode pour décider de la réponse finale. Donc ça peut être par exemple un vote majoritaire entre les solutions qui ont été trouvées, ça peut être un autre LLM qui devient juge, et ainsi de suite. Sachant que vous pouvez avoir de l'arbre de pensée qui peut être acyclique, comme ici, mais on a aussi des modèles beaucoup plus complexes
qui sont les Reasoning Language Models. Donc, par exemple O1, côté OpenAI, qui, pour le coup, sont cycliques. Il y a des retours en arrière et ils utilisent aussi d'autres méthodes dans ces modèles-là. Donc, en fait, arbre de pensée, ça peut être très très simple, comme ça peut être aussi quelque chose de très consommateur et très lourd. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Self-Consistency Assessment. C'est si jamais votre LLM donne toujours la même réponse selon des runs qui sont indépendantes, bah, vraisemblablement, c'est qu'il est en train de vous donner la bonne réponse. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est posée. Donc l'idée, c'est assez simple. Vous voyez les arbres décisionnels, tels que c'était fait dans les années 60. Vous voyez l'avancée qu'a fait la Random Forest par rapport aux arbres décisionnels. Bah là, grosso modo, vous faites la même chose avec les LLM. Vous en prenez plusieurs, vous faites un vote majoritaire à la fin. On ne va pas faire non plus une forêt de LLM, mais l'idée est là. Quoi. Si on pouvait, on le ferait effectivement. Et après, vous pouvez éventuellement pondérer vos sorties en fonction d'heuristiques de votre choix. Bon, le RAG, ça c'est quelque chose que les gens qui codent connaissent beaucoup. En général, on a tendance à tester les LLM, ensuite penser au fine-tuning, et ensuite se dire si jamais on a un chatbot ou quoi, rapidement il va falloir mettre en place le RAG. Donc vous donnez des documents de gros volume qui sont associés pour les personnes à qui ça parle pas. Vous mettez à disposition beaucoup de documents et après vous avez un système d'indexage qui va aller chercher des passages qui sont pertinents pour répondre à la réponse à ce moment-là. Donc pour ce faire, vous pouvez calculer par exemple des distances d'embedding entre les différents morceaux de texte et le prompt qui est proposé, mais en fait il y a plein d'autres solutions aussi. Et là-dessus, le système d'indexage, c'est vraiment le point critique de ce truc-là. Donc si jamais vous bossez sur du RAG, je n'ai pas le temps de rentrer tant dans les détails, mais c'est le truc que je vous conseille. Nous, on a remarqué que les méthodes d'indexage, c'est ce qui impacte le plus que la qualité des documents qui sont présentés dans le RAG lui-même. Le fine-tuning, un classique, c'est vous prenez un modèle qui est généraliste. Par contre, le désavantage du fine-tuning, c'est que vous avez besoin d'avoir accès au modèle, ou en tout cas que si c'est un modèle propriétaire, qu'on vous laisse le fine-tune, et vous avez besoin d'avoir un dataset de référence. Vous avez besoin d'avoir un gold standard, ce qui dans la plupart des cas en fait n'est pas disponible. Non, mais si vous avez un gold standard, donc c'est un dataset de référence, vous avez des trucs à classer, vous avez la classification, c'est absolu, c'est vérifié, et ben vous entraînez votre modèle, vous réentraînez votre modèle sur ces cas spécifiques et ça le rend plus performant dans ce cas spécifique. Ce qui est très bien aujourd'hui, c'est qu'on voit des méthodes où vous avez le modèle de base, il faut s'imaginer que c'est comme une tartine. Et ensuite, vous mettez le fine-tuning, c'est-à-dire vous mettez les différences de poids par-dessus, c'est la confiture. Et ensuite, vous stockez juste la confiture. Ce qui fait qu'en termes de place, vous pouvez avoir juste des confitures dans un tiroir et une seule tartine. Et ensuite, vous mettez la tartine et la confiture quand vous voulez les utiliser deux ensemble. Et en fait, c'est hyper pratique parce que quand vous avez beaucoup de tâches différentes, vous pouvez exercer vos problématiques de fine-tuning, vous pouvez exercer votre fine-tuning sans pour autant avoir des réelles implications en termes de gestion, par exemple, de mémoire ou de RAM. Ce qui peut être critique dans certaines utilisations. Par exemple, typiquement si vous changez très rapidement de tâches de classification. Les mixtures d'experts. Les mixtures d'experts, c'est vous entraîner des modèles qui deviennent spécifiques dans leur domaine, mais qui du coup overfit dans leur domaine. Et vous avez plusieurs experts différents qui sont overfit dans différents modèles différents. Et à l'entrée, vous avez un répartiteur qui associe un problème qui fait une pondération entre l'avis des différents experts en fonction de leur niveau d'expertise dans le domaine qui est considéré. Et à la fin, après le répartiteur, vous avez les experts, et après les experts, vous avez un juge qui regarde les différentes réponses des différents experts et qui finit par prendre la décision éclairée. L'avantage de ce modèle, c'est que même si vous avez des modèles derrière qui sont tout petits, s'ils sont très spécialisés, si vous avez plusieurs modèles, vous avez quelque chose quand même qui à la fin est très performant par rapport au volume de votre modèle et par rapport au calcul que vous mettez dedans. L'inconvénient, c'est que pour implémenter ça, c'est bonbon. Si vous voulez faire ça dans votre garage, c'est compliqué. Parce que vous devez avoir accès au poids, vous devez entraîner sur des données spécifiques, donc il y a beaucoup de calculs d'entraînement, et puis ensuite il faut monter votre modèle expert de mixture. Ça, c'est une méthode maison qu'on a faite au CHU parce qu'on avait un besoin d'explicabilité complète. Donc l'avantage de cette méthode-là, c'est le fait d'apporter une grande explicabilité aux résultats au détriment de l'exhaustivité. L'idée ici, c'est de se dire, dans les bonnes pratiques de prompt engineering, il y a le fait de demander une chaîne de pensée au LLM. Et lui demander comment est-ce qu'il est arrivé à son résultat.
Et pour nous, c'est hyper important en fait que cette chaîne de pensée, elle soit effectivement correcte, qu'elle soit viable logiquement. Parce que si vous faites une erreur de prédiction avec un LLM en contexte hospitalier et qu'il se passe quelque chose de grave, c'est toujours gênant. Mais c'est encore plus gênant si jamais vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi il y a eu une erreur. C'est-à-dire que l'effet boîte noire, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas du tout. Si on doit aller expliquer à une famille que leur proche est mort, on veut avoir un raisonnement logique de qu'est-ce qui s'est passé, quel est le raisonnement, qui a cru qu'on était en train de bien faire, et en fait, ce n'était pas le cas. Donc l'idée ici, c'est de se dire, c'est de partir de l'hypothèse. Donc en fait, ce qu'on ne veut pas là, c'est les hallucinations. Voilà. Sauf que derrière le mot hallucination, on peut mettre plusieurs choses différentes. La communauté n'est pas encore complètement OK sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une hallucination. Donc il y a même des articles qui présentent la taxonomie des hallucinations. Donc ici, là, moi, je parle des, ce qu'on appelle plus précisément les hallucinations extrinsèques de fiabilité. Donc c'est-à-dire quand vous avez un raisonnement qui est proposé et que ce raisonnement, il est pseudologique ou complètement faussé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer en tant qu'humain. On regarde le raisonnement et si ça n'a ni queue ni tête, OK, c'est une hallucination. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut éviter ça, mais de façon automatisée. Parce que quand vous avez 6000 comptes rendus par an, il y a aussi la question de la vérification par un humain. Vous ne pouvez pas forcément le faire, si c'est pour de la recherche. Mettons par exemple. Ou si par exemple, vous voulez extraire un sous-ensemble de patients à inclure dans une étude, c'est pas très grave si vous en loupez quelques-uns, mais vous pouvez expliquer, ou vous devez pouvoir expliquer pourquoi vous l'avez fait. Donc l'idée ici, c'est, je vais faire une chaîne de pensée par mon LLM. Sauf que cette chaîne de pensée, je ne vais pas pouvoir la vérifier automatiquement. Je pourrais prendre un autre LLM pour la juger, mais si jamais il y a une hallucination que ça passe quand même, je n'ai toujours pas d'explicabilité. Bon. En fait, il faut voir qu'en philosophie de la logique, l'argument, ce qu'on appelle un argument, c'est quelque chose qui est très bien établi, hein, c'est une des bases de la philosophie de la logique. C'est assez bien décrit et c'est constitué en prémisse, implication, conclusion. Les prémices, c'est Socrate est un homme, et deuxième prémisse, c'est tous les hommes sont mortels. Il y a une implication logique au milieu, et la conclusion, c'est donc Socrate est mortel. Okay. L'idée ici, c'est de ne pas vérifier les prémices, parce que typiquement, quand vous êtes dans un texte médical, la prémisse, ça va être le contenu du texte. Donc on part du principe que la prémisse est toujours vraie. On part du principe que la personne n'a pas fait d'erreur dans le texte. C'est une hypothèse qui est un peu forte, mais qui est acceptable parce que c'est un congénère, c'est un humain. Et c'est toujours plus acceptable d'avoir une erreur de la part d'un humain plutôt que de la part d'une IA. La conclusion, ça va être oui, non, la catégorisation que vous avez à faire. Donc ça aussi, vous n'allez pas le vérifier en tant que tel. C'est quelque chose de dichotomique. Ce que vous allez pouvoir imposer, ce sont les implications logiques possibles. Vous allez autoriser certains chemins logiques et vous allez refuser tous les autres. Donc vous faites une liste blanche des implications logiques. Et vous allez demander au LLM d'aller taper dans cette liste blanche. Et par exemple, si vous avez une catégorisation multiclasse, et ben vous allez avoir des implications logiques qui vont être différentes en fonction de la classe. Et vous lui donnez l'ensemble des informations. L'hypothèse, c'est de se dire, si jamais une hallucination correspond à une divergence de la prédiction, c'est-à-dire j'ai un token qui est prédit, j'ai un token en output, mais qui n'est pas le token qui aurait dû apparaître, eh bien le token encore d'après, il y a encore moins de chances que ce soit un token adapté. Et ainsi de suite, on a une divergence de la prédiction. C'est une des hypothèses qu'il y a derrière les hallucinations. Ce n'est pas la seule. Mais si jamais on considère que cette hypothèse est vraie, en fait c'est probablement un mélange des différentes hypothèses, hein, pour être honnête. Mais si jamais on considère que cette hypothèse est vraie, et si on impose une syntaxe extrêmement précise sur les implications logiques, si jamais on a un token faux qui sort, et une divergence après de la prédiction, en fait il y a très peu de chances que la syntaxe hyper stricte et longue soit respectée en entier. Donc ce qu'on lui demande de faire, c'est de sortir des implications logiques qui sont hyper structurées, hyper sévères. Et dès qu'ils divergent par rapport à ça, on kill l'identification. Parce qu'on préfère la précision par rapport au recall, par rapport à l'exhaustivité. Et donc c'est ça l'idée. Donc vous perdez en exhaustivité, parce qu'il y a plein de trucs qui sont effectivement justes, et il y aura juste un petit écart à la prédiction, mais vous allez éviter de vous ramasser toutes les hallucinations. Et en fait, en pratique, cette hypothèse a l'air d'être relativement vraie, parce qu'on arrive à éliminer quasiment toutes les hallucinations en pratique. Self-Logical Consistency Assessment, c'est vous combiner la méthode que je viens de vous raconter avec la Self-Consistency Assessment, avec le vote majoritaire. Donc vous prenez de ce qui a été voté en majorité et de ce qui a pu effectivement générer un raisonnement logique viable. Et ça marche quand même très bien. Donc on a un article en publication sur cette méthode-là. Ensuite, ça c'est plus velu, c'est l'Internal Consistency Assessment. L'idée, c'est de se dire,
En fait, c'est une comparaison avec enfin, on peut faire la comparaison avec un cerveau humain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a des statistiques un peu fallacieuses qui disent oui, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Imaginez ce qui se passerait si on utilisait 100% de notre cerveau. Ben, en fait, ça arrive, ça s'appelle la crise d'épilepsie. Plus précisément, les crises myocloniques généralisées, donc c'est-à-dire la personne toute raide par terre qui tremble. C'est ça, utiliser 100% de son cerveau. Si on active tous les réseaux en même temps. Bon. Mais l'idée, c'est que les LLM, on se dit, on fait aussi l'hypothèse que si jamais on a un réseau précis, un pathway précis qui s'active, c'est qu'il doit être plus sûr de lui que si jamais on a une information qui est plus diffuse. Donc ça veut dire qu'à des points critiques, vous allez mesurer sur une couche de neurones l'entropie de l'activité cérébrale du LLM. Et si jamais vous avez quelque chose de très entropique, une activation des neurones qui est très diffuse, eh bien vous allez vous dire peut-être que cette prédiction elle est de moins bonne qualité. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire plusieurs fois votre prédiction, vous allez faire tourner plusieurs fois votre LLM. Alors vous pouvez faire le LLM en entier ou vous pouvez arrêter à la couche que vous souhaitez. Et vous allez mesurer ces heuristiques d'entropie. Et si c'est pas bon, vous recommencez, jusqu'à avoir une entropie qui est relativement bonne, en fonction de votre seuil. Ça, c'est une méthode qui marche bien. Le problème, c'est que vous avez besoin d'avoir accès au point interne, à l'état interne du LLM. Donc si vous êtes chez OpenAI, pas la peine d'y penser. Ok. On a fait le tour de ce que je voulais vous présenter, qu'on a testé et prouvé au CHU de Montpellier. Bon, alors, il y a certaines de ces méthodes qu'on a utilisées pas dans un but de recherche, mais dans un but de production. Donc malheureusement, je ne peux pas vous présenter tous les cas d'usage qui y sont associés. Mais l'idée, c'est que le ressenti de l'équipe, avec quand même une certaine part d'évaluation plus ou moins rigoureuse, mais ce n'est pas dans un article centralisé, notre impression générale, c'est ça. Là, je vous ai fait un graphique où vous avez la difficulté d'implémentation en abscisse, vous avez la consommation de calcul en ordonnée, et plus vous êtes en vers vif, plus vous êtes performant. Bon, forcément, hein, sans surprise, quand on met toutes les ressources possibles avec les difficultés d'implémentation et la consommation de calcul, oui, ça va, on s'en sort mieux. Mais aussi parce qu'on a une approche qui est réfléchie, qu'on ne jette pas ça n'importe comment. Donc l'idée, c'est que le regex et le LSTM, si vous voulez être hyper frugal, c'est bien. Mais à l'hôpital, c'est plus des technologies aujourd'hui qui sont envisagées en pratique. Je pense qu'il y aurait peut-être quelques cas d'usage sur lesquels on pourrait se permettre de le faire, mais en pratique, on est vraiment et quasiment exclusivement sur des technologies LLM. Voilà. Sachant que après, ça pose des questions aussi de la souveraineté du calcul, des données, et ainsi de suite. Le CHU de Montpellier a du coup se fait prêter une stack de calcul de la part de la compagnie Dell, ce qui nous permet de faire tourner, pour exemple, Llama 3.1, 405 milliards de paramètres, donc on est très content. Mais on se rend bien compte que c'est absolument pas envisageable pour l'ensemble des hôpitaux du réseau. L'idée à terme, la stratégie à terme, ce sera d'avoir des centres de calcul qui seront centralisés pour les établissements ne pourront pas s'offrir leur propre capacité de calcul. Donc vous avez le machine learning en bas, et ensuite quand vous montez, vous avez les utilisations relativement simples des LLM. Donc vous avez le LLM seul, qui a implémenté vraiment très facile. Hein. C'est quoi? C'est 20 lignes de code en Python, sans le prompt, bien sûr. Ou alors, c'est vous ouvrez la page de ChatGPT et vous y allez. Le RAG, déjà, c'est pas forcément évident à mettre en place. Si jamais vous voulez avoir votre propre système, notamment si vous voulez avoir votre propre chatbot, ça dépend des technologies que vous utilisez. Vous pouvez partir sur de Langchain ou ce genre de choses, mais la question se pose. En tout cas, il faut des développeurs derrière. Les mixtures d'experts, c'est vraiment, vraiment très très bien si vous voulez généraliser des modèles qui sont fine-tune. Mais voilà, mais après, ça va être des compagnies comme Mistral qui vont s'en occuper. Le UFO7B fonctionnait extrêmement bien par rapport à son volume. Et ensuite, vous allez avoir, alors il y a le fine-tuning aussi, mais pareil, qui nécessite d'avoir accès au poids du modèle, donc pas du tout applicable sur tous les modèles. Et puis ensuite, il y a les méthodes que nous, on s'est mis à utiliser, et que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup, parce qu'elles sont plutôt LLM agnostiques. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir quel est le LLM que vous allez utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pipeline avec un trou en forme de LLM, et dans lequel vous mettez le LLM que vous souhaitez. Ça permet plein de choses. Ça permet que dans 3 mois, quand vous avez Llama 3.4 qui sort,
mais de ne pas perdre en fait tout votre travail sur le fine-tuning ou sur l'internal consistency, parce que l'architecture ne va pas être la même et qu'il va falloir recommencer. Ça vous permet donc de changer de modèle de façon dynamique, mais aussi ça vous permet une certaine versatilité. Par exemple, d'avoir du calcul local, on-premise, versus cloud. Par exemple, si vous avez du calcul en local et dès que vous surpassez votre charge parce que vos clients consomment beaucoup aujourd'hui, eh ben vous pouvez avoir une consommation cloud tout en gardant le même système, mais juste en changeant la vanne. Ok. Donc on en est là. Et donc pour conclure, aujourd'hui, en fait, je ne peux pas vous conseiller de prendre une méthode en particulier. Ça va toujours être dépendant du temps que vous avez, de la quantité de calcul que vous avez, mais surtout de la nature du problème que vous avez. L'idée, c'est toujours généralement de tester une solution ou une combinaison des solutions. Ce qui marche, c'est généralement des millefeuilles, hein, pour être très honnête. Après, ça dépend aussi de combien vous facturez à vos clients, de la faisabilité à la fois technique et de calcul, de souveraineté, de logiciels, de modèles, des données que vous avez, versus le coût que vous voulez mettre dedans. Ensuite, il y a la nécessité d'une validation humaine. Je me situe en contexte hospitalier, typiquement pour le soin, c'est obligatoire d'avoir une validation humaine. Pour de l'inclusion de patients, c'est obligatoire d'avoir de la validation humaine pour l'inclusion, mais pas pour la non-inclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ensuite, ben, c'est la course, hein. Toutes les semaines, il y a des nouveaux papiers qui sortent, il faut continuer à regarder sur X, sur medRxiv, sur Archive, les nouvelles méthodes qui sortent. Parce que vraiment, à chaque mois, on voit des nouveaux cas d'usage qui sortent avec des gens qui disent « Ah, moi j'ai testé telle méthode qui en fait était un peu obscure et en fait ça marche vachement bien sur ce cas d'usage précis. » Donc c'est un univers qui est en mouvement. Tous les 2 mois, la méta change. Donc c'est vraiment, je peux que vous conseiller de rester alerte. En tout cas, nous on a l'impression ici, avec ce tableau-là, d'être plutôt à jour. Avec le tableau de la diapo précédente, d'être plutôt à jour. Donc, mais dans 2 mois, ça sera caduc, quoi. Et puis finalement, là je vous parle que de traitement de texte. Je ne vous ai pas du tout parlé de multimodalité, mais c'est quelque chose vers lequel il va falloir avancer. Et ça, c'est encore une autre question, parce qu'aujourd'hui on a des modèles vision, mais des méthodes maison faciles à implémenter pour la multimodalité, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi personnellement, pas évident, quoi. Okay. Bon, j'espère avoir été le plus clair possible. C'est vraiment un retour d'expérience. Voilà. Pas de niveau de preuve particulier, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, du coup, je vais répéter la question pour l'enregistrement. La question, c'est en théorie, ça marche, en pratique, est-ce que ça marche? C'est ça? Voilà. Alors, c'est une question qui fait mal, hein. En théorie, ça marche très très bien. Après, on est sur des enjeux qui sont tellement grands qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on est capable de mettre en production aujourd'hui, c'est la classification automatisée des retours de patients. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu médical direct. Les patients, ils sont déjà sortis d'hospitalisation. Et a priori, en suffisamment bonne santé pour pouvoir écrire un retour. Donc, non mais, bon. Donc aujourd'hui, techniquement, oui, on est tout à fait capable de le mettre en production. Mais en pratique, effectivement, on rencontre, alors je ne dirais pas des difficultés parce que c'est des choses, ça fait partie des règles du jeu, il faut s'y faire. Il y a une culture médicale très particulière, mais ce n'est pas le plus grand, ça va plus être des contraintes éthiques qu'on s'impose à nous-mêmes. Des contraintes il ne faut surtout pas en fait qu'il y ait le moindre risque de perturber le flux de soins. En fait, il y a un truc qui est très spécifique avec l'hôpital. Vous tournez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous ne pouvez pas arrêter l'hôpital pendant 1 heure. Donc, ce n'est pas possible de faire une maintenance. Le système informatique doit fonctionner coûte que coûte chaque minute. Vous ne pouvez pas avoir une maintenance d'1 heure, ce n'est pas possible. Donc à partir de là, en fait, on a une aversion à la perte sur tous les changements qui vont être disruptifs. Donc ça veut dire qu'avant d'y aller en production, c'est quand on sera sûr à 1000%. Donc aujourd'hui, on a un système assez robuste de classification de texte qui est encore en phase d'évaluation pour vérifier que ça n'impliquera pas un risque médical. Aujourd'hui, on a un chatbot hospitalier qui accélère drastiquement les tâches administratives des médecins. On ne s'est pas encore étendu aux autres professionnels de soins, mais c'est prévu. Donc on a un chat GPT hospitalier qui vous fait votre certificat MDPH. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y aura des certificats, ça met une demi-heure à faire.
et bien là, vous le faites en 3 minutes. Et c'est sécurisé de façon médicale. Ça veut dire que vous avez des résultats qui ne sont pas dangereux pour le patient. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en production parce que, en fait, pour la question de la maturité technologique, en fait, il faut minimum 1 an entre avoir un produit fonctionnel et avoir quelque chose en production. Il ne faut pas oublier que Internet, grand public, grosso modo, c'est 95-96. Les dossiers patients informatisés, pas en réseau, hein, informatisés, c'est 2012. Pour vous donner un aspect. La question, c'est est-ce que, côté professionnel de santé, les gens sont réceptifs? Oui. Parce qu'en fait, les gens, en général, quand ils n'en ont jamais entendu parler, sauf par les médias ou par le grand public, peuvent présenter une certaine crainte sur le risque qui y est associé et sur le est-ce que je ne vais pas perdre mon travail. Alors, pas les médecins trop, mais plus les autres professionnels de santé, souvent. Typiquement les secrétaires médicales ou les agents administratifs qui ne sont pas directement dans le soin, mais qui sont périphériques et qui sont essentiels. Et en fait, ça, c'est des questions qui aujourd'hui sont plutôt réglées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail par manque de temps, mais c'est quand on discute 1 heure avec ces personnes-là, rapidement, ils se rendent compte qu'en fait, personne ne va perdre son métier. Parce que même s'il y a quelques métiers extrêmement spécifiques qui viendraient à disparaître dans les 20 ans qui viennent, mais en fait, ça sera des départs à la retraite, ça ne sera pas des licenciements. C'est juste que ces emplois ne seront pas renouvelés. On a besoin de ces gens-là, de toute façon, pour l'instant. La transformation, elle ne va pas se faire en 6 mois, elle va se faire en 15 ans. Donc c'est quelque chose qui s'organise. Enfin, on est un organisme public, on se refuse de renvoyer les gens juste par le motif qu'on n'a pas su transformer leur emploi et les former au changement que ça implique. C'est pas quelque chose d'envisageable pour nous. Et donc quand on a cette discussion sur la sécurité de l'emploi, sur la transformation hospitalière et sur la façon dont on valide nos outils, les gens en général sont très très rassurés sur le fait que ça va bien se passer. Et la question c'est vraiment en fait, est-ce qu'on va être capable de transformer la pratique de façon invisible en fait, que ça ne change pas de jour en jour, mais que ça change sur 3 mois par exemple pour implémenter un outil. C'est plutôt ça. Donc sur la performance de l'IA et le danger que ça représente et les emplois que ça pourrait prendre, les gens sont plutôt très positifs. Ouais. C'est une question qui est très très pertinente, on en discutait ce matin encore. Donc la question c'est, quand on fait une validation humaine d'un document qui a été généré par intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas un biais d'ancrage? Le terme technique c'est biais d'ancrage. Sur le fait qu'on me propose une idée, l'idée a l'air d'être pas déconnante vue de loin parce que c'est un LLM et du coup il cause bien. Est-ce que je ne vais pas adhérer à cette idée juste parce qu'elle est bien formulée? Et en fait, peut-être que ce ne serait pas l'idée à laquelle je serais arrivé par moi-même. Il y a 2 réponses à cette question, il y a 2 façons de nous de gérer la chose. La première, c'est de se poser la question de quel est l'effet de ce biais d'ancrage, parce qu'aujourd'hui on a des papiers qui disent le biais d'ancrage c'est quelque chose de très présent et c'est très grave, et on a d'autres papiers qui disent en fait non, on n'observe pas de biais d'ancrage. Donc aujourd'hui nous on est sur une procédure où on va évaluer le biais d'ancrage en estimant quel est l'impact réel, en tout cas nous en contexte hospitalier, qu'on observe sur la différence de pratique entre est-ce que vous avez été assisté ou pas par un modèle de langage. Ensuite la deuxième question, le deuxième élément de réponse, il y en aura 3 en fait, c'est si jamais on se rend compte qu'il y a un biais d'ancrage, il y a des dispositions de workflow que vous pouvez mettre en place pour éviter ce genre de choses. Comme par exemple, le LLM, vous pouvez le conditionner pour qu'il refuse de prendre la décision finale par lui-même. C'est vous demandez à l'humain d'entrer la décision finale et le LLM va vous générer votre texte, par exemple si vous êtes sur du génératif uniquement, le LLM va vous générer quelque chose qui doit être en accordance avec cette décision finale. Mais vous devez donner la décision finale avant qu'il génère. Donc, vous pouvez aussi penser vos flux de travail comme ça. La troisième chose, et je l'ai perdu. Bon. Alors, la question c'est l'importance du prompt versus le code et le pipeline. Faire un bon prompt, ça vous prend 20 minutes. Et ça augmente vos performances de façon drastique. Je pense que tu es au courant si tu poses cette question. Le fait d'implémenter le moindre de ces pipelines, c'est des semaines de développement. Fais les deux. En fait, pour moi, le fait d'avoir un prompt, c'est un prérequis. En fait. Tu peux pas prétendre partir sur du RAG si ton prompt il est tout basique. Quoi. Je vais donner un exemple pour montrer à quel point c'est important. C'est vraiment, en fait, dès que tu as un prompt qui est suffisamment bon, en fait, dans la plupart des industries, dans la plupart des cas, ça suffira. Ton LLM plus un prompt vraiment de qualité bien fignolé. Par exemple, GPT-4 est nul aux échecs. Si jamais vous lui dites vas-y, on fait une partie d'échecs, je joue le premier coup, E4. Et ben en fait, il va même faire des coups illégaux, il va se planter, il va faire des bourdes pas possibles, incroyable.
Par contre, si jamais vous prenez le modèle nu, pas le modèle chatbot, et que vous lui donnez un en-tête de partie classée qui a eu lieu ou pas, mais en tout cas qui a la même syntaxe qu'une partie classée, dans les formats d'archives officiels des parties du championnat du monde. Et bien là, il se met à jouer à 1800 de Hello. Parce qu'en fait, c'est des textes qu'il a dans ses bases d'entraînement. Et donc du coup, il se met à super bien jouer parce que pour lui, c'est beaucoup plus simple parce qu'il est en temps reconnu. Alors que le faire en mode chatbot, de façon générale, un chatbot est beaucoup moins performant qu'un modèle fait pour une tâche en particulier. Et en fait, même si vous avez devant vous un LLM qui est très généraliste, en fait, vous allez voir une augmentation drastique de ses performances si vous vous mettez à taper sur une tâche qui est présente dans ces données d'entraînement, parce qu'il aura déjà été fine-tune dessus. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on voit quelles sont les tâches sur lesquelles du coup il a été entraîné ou pas. Pour structurer du texte médical, par exemple, il y a le format FHIR, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un format structuré de données médicales. Il est très bon dessus par rapport aux autres formats de données. Voilà. Bon. On est bon ? On va s'arrêter là. On peut applaudir Renaud encore. Merci beaucoup. Merci à toi.